Retour sur le plateau de Direct Gestion, c'est l'heure de un gérant, trois questions. Le gérant qui est en plateau avec moi aujourd'hui s'appelle Laurent Boudouin. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice. Vous êtes le responsable des investissements chez Amaïka Asset Management. Première question, Amaïka, jeune société, racontez-nous ce que c'est et ce que fait cette société de gestion. Alors, Amaïka Asset Management est une société de gestion de portefeuille de type entrepreneurial. On est une petite équipe. Elle a été créée à l'initiative de David Calfon voici 3 ans et quelques mois. C'est une société qui fonctionne très bien, qui a été en croissance et profitable depuis sa première année, ce qui n'est pas le cas de toutes les sociétés de gestion de portefeuille. Et David a organisé les choses remarquablement pour tout ça. Nous sommes entourés, au terme capitalistique, par des investisseurs privés qui représentent une partie importante de l'actionnariat, mais les encours que la société gère sont loin d'être uniquement en provenance de ces investisseurs, puisque ça représente moins de la moitié. Et la clientèle d'Amaïka est plutôt vers la gestion privée, vers les clients en personne physique, mais nous avons aussi des institutionnels. On a une grande spécialité sur les marchés d'actions internationaux, mais aussi sur les marchés de taux. Et donc, on a une petite équipe qui, le choix de David a été d'extérioriser tout ce qui était tâches assez simples et conserver un peu la matière grise et les systèmes. Très bien. Pour l'instant, ça fonctionne très bien. Alors, vous parliez de taux, justement, vous gérez un fonds qui s'appelle Taux Réel Européen. Pas évident de faire de la performance ou de continuer à faire de la performance, puisqu'on est dans un environnement complètement inédit. Comment ça se passe sur Taux Réel Européen ? Bien, en fait, ça se passe très bien. On est très content. Depuis un an que je suis arrivé chez Amaïka avec ce fonds, les clients sont contents, les performances sont bonnes parce qu'en fait, comme vous le disiez, post-QE, on est dans un environnement de taux extrêmement bas. Et où est la valeur ? Quel type d'obligation faut-il faire pour générer de la performance ? Ce ne sont pas des choix qui sont si faciles quand on voit les investisseurs assureurs vie, qui sont les gros investisseurs français. Eh bien, quand on a un taux 10 ans en France à 0,40 ou 0,45, c'est difficile de servir de très beaux rendements à ces porteurs. Donc il faut d'autres solutions. Et c'est là que, depuis pas mal de temps maintenant, depuis des années en fait, je me suis spécialisé dans la valeur relative des marchés obligataires. C'est ce qu'on appelle la gestion en performance absolue. En gros, on a pour objectif de faire une performance supérieure à Eonia plus 250 points de base, et donc en ayant une volatilité qui est de l'ordre de 2%. Donc Eonia, en ce moment, c'est plutôt au tapis. Donc, oui. quand vous dites 250 points de base, en fait, l'objectif, c'est de dépasser 2,5% Voilà. par an. C'est bien parti pour Taux Réel Européen. La performance à date est de 2,15%. Oui, il vous manque quelques points de base pour atteindre l'objectif annuel. Bon, on ne peut pas annualiser. La faute au marché, évidemment, il reste quand même 8 mois. Quelle va être justement votre stratégie, vos convictions pour la suite sur ces marchés de taux ? Alors, Taux Réel, c'est un fonds obligataire, donc flexible, qui peut aller de -2 à +8 en exposition au marché. C'est un fonds qui est label ISR, parce que les investisseurs institutionnels aiment bien toute cette approche-là, et je dois avouer que investissement socialement responsable. Voilà, ISR. ça nous apporte beaucoup en gestion, ça nous évite de mauvais choix, notamment. Et en fait, ce fonds est géré de manière fondamentale, c'est-à-dire qu'on a au cœur de tout ça une très bonne connaissance de la macroéconomie. Et qu'est-ce qui ressort aujourd'hui, Fabrice ? Le truc le plus important, je crois qu'il faut conserver en tête, c'est que de la même façon que dans les années 70, on avait trop d'inflation dans le monde entier, et les banquiers centraux se sont dit, il faut qu'on élimine ça, et il faut qu'on prenne les mesures qui permettent de faire rebaisser l'inflation. Ça sera douloureux, ça sera long, mais on y arrivera, et ils y sont arrivés. De la même façon, aujourd'hui, les banquiers centraux mondiaux, et on le voit tous les jours, agissent pour éliminer le risque de déflation. La déflation, c'est une croissance nominale négative. C'est des choses qui sont très désagréables pour nos pays, nos vieux pays endettés où on ne sait pas trop faire de croissance. Et à ce stade, il faut leur faire confiance. Et donc, ils mettent en place plein de mesures de toute nature pour arriver à ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à l'horizon de quelques mois, voire quelques trimestres, ils vont emporter la partie. Et en emportant la partie, ça va permettre à la croissance nominale de se redévelopper.
Une croissance nominale qui se redéveloppe, qui grandit, ça veut dire effectivement plus de croissance en Europe, ce qui est très bon notamment pour les marchés d'actions, puisque les revenus qu'offrent les actions sont variables, ils changent chaque année. Donc si la croissance augmente, on en sera satisfait. En revanche, à moyen terme, pour les taux fixes, c'est peut-être moins porteur. Très bien, donc environnement moins porteur pour les taux fixes, mais plutôt pas mal pour les actions. On va y revenir dans un instant dans le débat. Laurent Boudouin, je rappelle que vous êtes gérant, directeur des investissements chez Amaïca AM. A tout de suite pour le débat. Fabrice. Retour sur le plateau de Direct Gestion. Mon invité ce matin pour cette demi-heure, Laurent Boudouin, responsable des investissements chez Amaïca Asset Management. Laurent, c'est la tradition. Vous avez écouté l'édito. Le dollar fort commence à peser sur les résultats des entreprises. Certains s'en émeuvent. On aurait déjà perdu 25 milliards, l'équivalent de 25 milliards en chiffre d'affaires sur le S&P. Est-ce que vous pensez que la situation va continuer ou que les Américains qu'on connaît très pragmatiques vont réagir? Et si oui, comment? Bien, comme vous le disiez, c'est vraiment un très gros sujet. Hein. La parité euro-dollar a beaucoup d'impact. Et puis, dans un monde compliqué où la croissance est difficile, c'est toujours tentant de mettre en place des politiques qui font baisser sa propre devise de façon à pouvoir stimuler ses exportations et donc relancer un petit peu la croissance. Donc la deuxième chose, c'est que les marchés de change sont les marchés les plus liquides au monde, et notamment des parités comme l'euro-dollar sont des choses qui sont très difficiles à prévoir à court terme. C'est ce qu'il y a de plus difficile, le marché du change. Le marché de taux est juste derrière, hein, je vous rassure, mais les marchés de change sont très difficiles. Qu'est-ce qu'il faut garder en tête? Qu'une parité économique fondamentale entre l'euro et le dollar, c'est vers 1,15. Là, on est passé à travers. On est à 1,08, 1,09, 1,0950. Parité économique fondamentale aux alentours de 1,15. Voilà. Expliquez-nous le concept de parité économique, c'est-à-dire la croissance, la vitesse des économies? Oui, ou même encore plus fondamentalement, alors sans rentrer vraiment dans le détail, on peut juste prendre le concept de parité de pouvoir d'achat. Vous avez un McDo à New York, un McDo à Paris, ils doivent valoir la même chose. Sinon, on fait un arbitrage, on se dépêche d'acheter plein de McDo quelque part et les revendre ailleurs. Ouais, c'est compliqué en traversant l'Atlantique. Oui, mais bon, on imagine que ce soit possible. Mais vous avez raison, il y a même un indice McDonald's qui sert justement à comparer les devises et les pouvoirs d'achat. Exactement. Je crois justement que c'est en Russie en ce moment qu'on peut acheter le plus de McDo. Ah bah ça me surprend pas. La devise s'est effondrée. Le Brésil ne doit pas être mal. Et donc en fait, cette mesure, on est passé à travers parce que à chaque fois, le dollar n'a pas cette capacité d'aller gentiment là où il doit aller. Il passe à travers et il repasse à travers. C'est comme ça qu'il fonctionne. À court terme, il est quand même assez dirigé par les différentiels de taux entre les taux européens et les taux américains. Et ces différentiels de taux s'étaient creusés à un extrême tel qu'effectivement, le dollar était parti très vite, très fort. À ce stade, on le sent dans un mode plus correctif, c'est-à-dire que l'euro peut s'apprécier pour pas mal de raisons. Et en revanche, nous doutons chez Amaïca que l'euro remonte extrêmement fort dans les temps qui viennent. On pourrait imaginer 1,12, peut-être 1,15, peut-être 1,17, ce qui fait quand même 5-6% de plus que les niveaux actuels. On est aux alentours de 1,08, 1,09 actuellement. Ouais, 1,0950 ce matin, je crois. Ça remonte assez fort. Le pétrole d'ailleurs en profite aussi. Et c'est vrai qu'on était tombé la semaine dernière, donc ça va très très vite en ce moment. Les devises, on était quasiment sur le niveau des 1,05 durant le discours de Janet Yellen la semaine dernière. On s'est réapprécié effectivement de près de 5%. Et là, je fais la liaison avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le côté fondamental et le besoin de reflation, donc de développer une croissance nominale importante dans nos vieux pays. Il est clair que quand le pétrole se casse la figure jour après jour, c'est pas bon. Ça amène des pressions déflationnistes. L'inflation aux États-Unis qui sera publiée cet après-midi est attendue à moins 0,1% sur un an glissant.
Au Royaume-Uni, elle va sortir tout à l'heure, on l'attend à 0,1 sur un an glissant. Dans la zone euro, les dernières données sont à moins 0,3. On n'a pas d'inflation. Et si le pétrole se casse la figure, là, on rentre dans des zones d'inflation négative, ce qui arrange pas du tout les banques centrales. Donc les banques centrales sont à la manœuvre. Vous dites le sujet principal, le danger, le mal absolu, c'est la déflation. Voilà. On rappelle d'un mot, c'est-à-dire les prix qui baissent, les salaires qui baissent, croissance nominale qui baisse. Les gens qui diffèrent leurs achats, puisqu'on sait que demain on paiera moins cher. Voilà. Du coup, on est dans une spirale négative. Et ça, les banquiers centraux se sont ligués pour éradiquer complètement la déflation. Donc, énorme quantité de monnaie, de papier imprimé, rachat d'obligations, plus de 1000 milliards. Et effectivement, on a vu Mario Draghi qui a déclaré hier effectivement que l'inflation pourrait repartir à la fin de l'année. Donc, sous l'effet de ce QE, est-ce que vous pensez que le pari va être gagné pour Mario Draghi ? L'inflation dans la zone euro, une fois qu'on fait bien ces petits calculs de macroéconomistes que je vous épargne, eh bien, on peut penser qu'en gros, sur l'année, on va avoir une inflation proche de zéro. Alors, évidemment, plus ou moins l'évolution du pétrole. Et pour pouvoir la faire remonter, en fait, il faudrait quand même effectivement que, notamment les cours du pétrole se stabilisent par ici, et puis qu'on commence à avoir un petit peu plus confiance dans toutes ces mesures qui ont été prises. Je pense que ce sera le cas, et je pense qu'en fin d'année, on aura une inflation qui va progresser gentiment de 0 à 0,5. Mais 0,05, c'est l'épaisseur du trait, ce n'est pas vraiment de l'inflation, c'est quand même une stabilité des prix. Et il faudra plus de temps pour aller vers les objectifs de la BCE. Je pense qu'il faut leur faire confiance, je pense qu'ils y arriveront. Peut-être plus difficilement que ce qu'ils attendent, peut-être le chemin sera truffé d'embûches comme chaque fois. Est-ce que ce sera le pétrole, est-ce que ce sera la Grèce, est-ce que ce sera autre chose? C'est difficile à prévoir, mais il faut leur faire confiance. Ils déploient tous les moyens qu'il faut pour que l'inflation remonte vers 2%, et à l'horizon de quelques temps, ils y arriveront. En vous écoutant, je me disais qu'effectivement, le pétrole, évidemment, qui a été divisé par 2, le prix de l'énergie, a eu un sacré pouvoir aussi déflationniste. Absolument. Du coup, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à revoir une appréciation du pétrole, peut-être pas dans les mêmes quantités, parce qu'on aurait peut-être un choc pétrolier, mais au moins une augmentation significative, finalement, ça aiderait cet objectif d'inflation. Absolument. Alors, pour aller dans votre sens, on peut penser quand même qu'aujourd'hui, en regardant bien les facteurs en présence du point de vue de l'offre, de la demande, de qui agit sur ce marché du pétrole, on se rend compte que donc, le pétrole qui est ce matin vers 48 $ le baril de pétrole WTI, donc qui est le West Texas Intermediate. Et ce pétrole, on voit bien quand on arrive vers le bas, vers 40 $, là, il y a une levée de bouclier, les salariés des raffineries se mettent en grève, donc on voit bien qu'on arrive quand même vers des niveaux bas. Et à l'inverse, si le pétrole remontait vers 60 $ le baril, ce qui est tout à fait possible, eh bien là, on voit aussi qu'un certain nombre de producteurs, et notamment évidemment tout ce qui est shale gas aux États-Unis, mais surtout au Moyen-Orient, et je pense à l'Arabie Saoudite en premier lieu, ne laisseront pas le pétrole démarrer au-dessus de ça. Donc on est un peu coincé dans un range qui est peut-être la meilleure des choses pour permettre justement au marché de se tranquilliser, à la volatilité de rebaisser, et à l'inflation de remonter un petit peu. On va revenir sur justement votre métier. Les taux, gérant de taux en ce moment, c'est pas évident. Alors vous dites, il y a pire, il y a le marché des devises. Mais effectivement, aujourd'hui, on voit que jusqu'à des échéances de 7 ans sur les pays cœurs, France, Allemagne, vous empruntez à 0, voire en négatif. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça ne pousse pas aujourd'hui les gérants taux à aller chercher du papier du coup plus risqué sur le haut rendement, c'est-à-dire des obligations un peu plus dégradées, mais qui restent aussi d'en pâtir s'il y avait un problème justement de marché à un certain moment? Bien, écoutez, oui, vous avez tout à fait raison. Ce qui se passe, effectivement, c'est que les gérants de taux monétaires qui plaçaient de l'argent entre le 0 jusqu'à 1 an de maturité n'ont plus de rendement, donc ils sont allés un peu plus loin. Et il y a une espèce d'effet d'éviction pour chaque type de métier qui fait qu'on est obligé de prendre un petit peu de risque et sortir de ses habitudes pour aller chercher des choses qu'on connaît moins bien et dont on se méfie un petit peu. Ça, c'est une première chose et ça explique effectivement cette espèce de demande très importante et qui va continuer de se développer dans les mois à venir pour tous les actifs risqués européens et pas que européens. La deuxième chose, c'est qu'on a une contrainte des régulateurs qui est très importante. On parle de BAL 3 pour les assureurs, de Solva 2, aussi, de BAL 3 pour les banques, de Solva 2 pour les assureurs. Et en fait, on a dans ce cadre-là des contraintes qui sont très fortes. Prenons l'exemple des fonds de pension hollandais, qui représentent 1 400 milliards d'euros. Ces 1 400 milliards d'euros, c'est plus que ce que va faire la BCE.
Et eux, ils sont contraints sur des produits de taux à rating au minimum AA. Donc ils sont contraints au rendement négatif, ils n'ont pas le choix. Et c'est toute cette discussion qui a lieu en ce moment pour élargir ces contraintes. Les fonds de pension se tournent vers leur gouvernement en disant, mais attendez, vous voulez vraiment qu'on achète des rendements négatifs, ce qui veut dire qu'on sait déjà qu'on va perdre de l'argent. Mais non seulement qu'ils vont perdre de l'argent, mais fonds de pension ou fonds de retraite ou caisse d'assurance, ça veut dire qu'au final, d'ici 5-10 ans, les rendements vont complètement s'écraser, c'est-à-dire que les retraités auront encore moins d'argent. Voilà, ce qui est un pur scandale aussi. Donc là, il y a vraiment des acteurs puissants qui se retournent vers les régulateurs en disant, vous nous avez mis un corset trop serré. Oui, on comprend que vous étiez inquiet par les actifs à risque, notamment pendant la crise de la zone euro. On n'était pas prêt au moment de la crise de la zone euro, donc on a resserré le corset, mais on l'a resserré trop fort. Maintenant, il faut le desserrer. Et c'est en desserrant ce corset, on va alimenter le marché européen de vagues de liquidités qui vont, à mon avis, continuer de rendre l'ensemble très porteur. Et s'investir notamment sur les actions. Voilà, exactement, sur les actions. Quelle est la réponse justement des autorités? Vous suivez ça évidemment de près, cette action de lobbying pour assouplir la réglementation. Est-ce que c'est entendu aujourd'hui par le régulateur ou est-ce qu'il s'arc-boute avec les réminiscences de 2008 et de la crise justement sur une certaine rigueur? Je ne suis pas dans leur petit papier. Ma connaissance de ce phénomène, c'est que c'est un phénomène long. Donc ce n'est pas des choses qui évoluent en 3 mois. Toutefois, le régulateur, et notamment les régulateurs sont des gens qui sont très sensés, savent très bien le côté antinaturel des taux négatifs. Alors évidemment, on ne peut plus parler de risque. Quand on sait qu'on va perdre, il n'y a pas de risque. On le sait. On achète à 100 quelque chose qui vaudra 100 ensuite. Évidemment, ce n'est pas un actif risqué. Mais on est sûr de prendre une perte. Et ça, c'est très antinaturel pour les investisseurs. Et je pense que c'est l'argument le plus fort, parce qu'il y a une certaine fascination autour de ce concept de taux négatif qui va amener les régulateurs à desserrer leurs contraintes, à rendre les investissements risqués plus faciles, mais ça ne se fera pas en 3 jours. C'est des processus longs, je pense. Vous disiez justement, votre diagnostic fondamental donc chez Amica, c'est le risque déflationniste en Europe qu'il faut combattre absolument. Le dollar est solide, on voit à l'écran effectivement une de vos slides. L'euro à parité en fin d'année, donc on disait on y est presque. Et puis du point de vue microéconomique, favoriser le segment crossover. Qu'est-ce que c'est que ce segment crossover? En fait, c'est un peu du jargon, là, justement. Ça fait référence aux obligations dont la notation est à moitié entre les obligations de très bonne qualité qui sont de notation investissement et les obligations dégradées, ce qu'on appelle les junk bonds. Et les notations de ce segment crossover sont vraiment juste entre les deux. Et donc là, on a beaucoup de sociétés qui sont très solides et qui fonctionnent bien et qui vous donnent un supplément de rendement bien plus sympathique que les très belles notations investissement où les taux sont parfois négatifs. Et donc, moi je trouve ça très très confortable. On a constitué dans Torel un portefeuille à sensibilité nulle. À sensibilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que effectivement, quand on achète une obligation, on a une sensibilité au mouvement des taux d'intérêt. Plus l'obligation a une maturité éloignée, plus on gagne d'argent quand les taux baissent. Et de la même façon, plus on peut en perdre quand les taux montent. Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire le pari que les taux vont baisser, et en gros ils sont au plancher. En revanche, vous pouvez avoir un petit peu de rendement en achetant des obligations de notation triple B, double B+, simple A, et constituer un portefeuille comme ça en couvrant l'exposition, notamment par vente de contrats sur les marchés allemands, ce qui vous fait une jolie petite boîte assez étanche qui vous donne un rendement. Et ça, c'est typiquement ce qu'on fait en valeur relative chez Amica. Donc on a beaucoup investi sur ce segment-là, ce qui nous donne 1,20% de rendement au-dessus de la courbe allemande. Et ça, je pense que ça va être un des moteurs de perf sympathiques de l'année. Ce qui n'est pas évident à réaliser en ce moment. Alors évidemment, tout se passe bien pour les actions. On parle d'alignement des planètes avec la baisse de l'euro-dollar, la baisse du pétrole, le quantitative easing qui joue le rôle de coussin amortisseur et même qui pousse à faire effectivement aller sur les actifs risqués, donc les actions. Est-ce qu'il y a, selon vous, un risque, parce qu'on le sait après, notamment quand il y a des crises, est-ce que la Grèce pourrait de nouveau remettre le feu aux poudres des marchés? Est-ce que vous êtes inquiet sur le dossier grec? Actuellement, on voit qu'ils sont vraiment au bout du bout. Alexis Tsipras est allé voir la chancelière Merkel hier. Ils ont besoin de cet argent, sinon quoi? C'est effectivement, là je crois qu'on fait un panorama complet de l'actualité et c'est très très bien. C'est-à-dire que de la même façon qu'on peut faire confiance aux banquiers centraux pour aller dans le bon sens et faire le plus qu'ils peuvent, il y a, comment dire,
les facteurs de nature politique sont systématiquement biaisés dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il est très rare que les marchés soient favorablement surpris par une décision politique. Il est en revanche monnaie courante qu'ils soient déstabilisés par une décision politique qui est arrivée trop tard, qui est arrivée mal à propos, ou qui montre bien qu'il n'y a pas d'unité et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et là, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je ne porterai de jugement ni sur les uns ni sur les autres, ni sur les 18 pays de l'Union européenne qui se retrouvent en face d'un seul. Mais la situation telle qu'elle a été mise en œuvre, c'est maintenant, comme on dit en anglais, lose-lose. C'est-à-dire qu'on ne voit pas trop comment ils vont faire pour les Grecs dire on a gagné, on obtient des moyens, la rigueur c'est terminé, peuple grec, vous pouvez souffler. Et on ne voit pas bien comment ça, ce serait compatible avec une Union européenne, une Allemagne, une France qui disent on voit bien qu'il y a des mouvements populistes qui se développent chez nous, mais vous n'obtiendrez pas gain de cause. Et donc là, on s'est mis dans une situation lose-lose. Et pour être très honnête, ça m'embête un peu, oui. Situation lose-lose sur le dossier grec vis-à-vis de l'Union européenne. On va continuer à discuter macroéconomie et géopolitique avec notre invité Laurent Boudouin. C'est dans un instant sur Direct Gestion. Retour sur le plateau de Direct Investisseur. Mon invité ce matin, Laurent Boudouin, directeur des investissements chez Amaïka Asset Management, s'occupe également des taux compliqués en ce moment, dans une situation où il y a une énorme liquidité, coussin amortisseur des banques centrales. Les banques centrales à la manœuvre ont l'impression qu'il ne peut plus rien se passer, sauf la hausse. On essaye de trouver avec Laurent Boudouin ce matin le signe noir, ça pourrait venir de la Grèce. Pourquoi pas, en tout cas, une situation au niveau politique lose-lose actuellement. On voit mal, nous dites-vous comment les Grecs vont s'en sortir. Il y a une autre zone qui vous inquiète, ou qui vous inquiétait, c'est la Russie, avec le conflit russo-ukrainien. Alors là, il vaut mieux ne pas y toucher. C'est-à-dire qu'effectivement, on attire souvent notre attention sur les rendements offerts par le marché russe, que ce soit la devise, les obligations, les actions, ils payent des dividendes élevés, des coupons élevés, ces choses-là. Pour investir sereinement, quel que soit l'endroit, il faut qu'il y ait un mélange de facteurs macroéconomiques, fondamentaux on va dire, politiques et monétaires qui se mettent en place. En Russie, ça ne marche pas. Alors, côté politique, on n'a aucune visibilité. Monsieur Poutine, on l'attend en 0, il est en 1, on l'attend en A, il est en B, il est complètement imprévisible. Donc, des fois, il disparaît, des fois, il disparaît. Donc, alors, ça ne veut pas dire que le marché russe ne peut pas monter, mais en tant qu'investisseur, c'est impossible d'investir sereinement à moyen terme. Côté macroéconomique, il faudrait aussi beaucoup de changements du point de vue de la gouvernance, du point de vue de l'organisation de l'économie, et là on n'y est pas. Donc même le cas fondamental, même si le marché a beaucoup baissé, n'est pas tellement attirant. Et d'un point de vue monétaire, eh bien, on sait que la politique monétaire est faite en fait au Kremlin. Elle n'est pas du tout là pour contrebalancer d'autres actes. Donc là non plus, ça n'inspire pas tellement confiance. Au-delà de périodes de court terme où on peut peut-être essayer de prendre un pari, ce qui n'est pas mon métier, mais je peux comprendre que certains le fassent, en gestion, le marché russe me paraît toujours dangereux. Très bien. Alors la Russie fait partie d'un groupe de 4 pays qu'on avait l'habitude de surnommer les BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine. La Russie, on vient d'en parler. Les autres pays se sont dissociés parce qu'ils n'ont plus la même vitesse actuellement. Que pensez-vous de la Chine? On a eu un chiffre ce matin, PMI en légère baisse, en contraction, au plus bas depuis 11 mois. Est-ce que ça vous inquiète? C'est la tendance inquiétant, je ne sais pas. Je crois que les dirigeants chinois le prennent en compte aussi. Progressivement, le rythme de croissance nominale de la Chine, qui était il y a quelques années à 20%, va descendre gentiment vers celui des pays développés, donc s'installer à l'horizon de 5 à 10 ans vers 5 à 7%. Donc ça, c'est la tendance, c'est inexorable, tout le monde le sait. Ce qu'il faut, c'est le faire en douceur. Et pour ça, les dirigeants chinois s'y reprennent remarquablement. Ils arrivent très bien, notamment la Banque centrale, à gérer la devise. Et cette devise qui doit devenir un centre de liquidité mondial, un peu à l'instar du dollar, puisque c'est la deuxième économie mondiale qui a vocation à être la première, eh bien, pour l'instant, fonctionne très bien. Ce qui veut dire que pour les investisseurs qui souhaitent diversifier un portefeuille
en quittant les pays développés qui fonctionnent très bien. Moi, je pense que la location d'actifs doit être principalement sur les marchés développés actuellement, mais en diversification. Si on regarde les marchés émergents, à mon avis, c'est plus facile de choisir l'Asie émergente avec la Chine, mais l'Inde aussi, dont les fondamentaux s'améliorent, et sous l'influence d'une politique qui est de plus en plus visible et compréhensible. Mais on pourrait parler aussi de l'Indonésie, de la Malaisie. Bref, dans un contexte où le dollar a fini de monter, qui est peut-être plus porteur pour les marchés émergents, l'Asie émergente a probablement de l'attrait. Oui, dans ce contexte-là, on parle également du Japon. Les Abenomics ont été très décriés. Aujourd'hui, en tout cas, il y a un réel effet positif. Alors évidemment, sur le marché boursier, ça c'est l'effet QE. Est-ce que la situation s'améliore au Japon? Est-ce que vous revenez sur le Japon? Alors, nous, c'est un de nos marchés fétiches depuis bien longtemps. Pour un investisseur en euros, sur un an, la progression des actions japonaises, c'est 50%. Donc on est très content d'en avoir eu, ça nous aide beaucoup. Et il faut continuer à garder une exposition sur les marchés d'actions parce que quand on regarde les choses en termes fondamentaux pour les marchés d'actions, ce qui est très important, c'est de voir si la progression des actions est soutenue par la dynamique bénéficiaire. Bien sûr, est-ce que les bénéfices augmentent suffisamment pour pouvoir se dire les actions restent bon marché? Et c'est le cas. C'est l'endroit où on voit la dynamique bénéficiaire la plus forte. Alors pourquoi notamment? Parce qu'il y a des effets du QE, notamment sur le change. Le yen s'est forcément déprécié. Le Japon, grande économie exportatrice, donc en a bénéficié et les résultats, en tout cas sur le premier trimestre et sur l'année dernière, sont assez spectaculaires. C'est en hausse, donc pour l'instant, on dirait pas de bulle sur ces actifs japonais. Pas du tout. Ça reste vraiment, on va peut-être pas bon marché, mais en tout cas dans la norme de ce qu'on attend. Alors, il faut être investi sur le Japon, ça c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Le Japon d'aujourd'hui n'est plus le Japon déflationniste que les marchés ont encore en tête. Le taux d'inflation est à 2,40, c'est le plus élevé des pays développés, de très loin. Donc ça, c'est quand même quelque chose que les gens n'ont pas forcément réalisé. C'est difficile pour eux de faire de la croissance parce que leur population diminue, qu'elle est vieillissante, et ils vont s'appuyer donc sur l'inflation. C'est tout le jeu de la Banque du Japon. La croissance nominale, c'est la croissance plus l'inflation. Alors faire repartir la croissance nominale, c'est faire repartir la croissance et l'inflation, ou l'un ou l'autre. Côté japonais, ce sera plus sur l'inflation. Côté américain, ce sera plus sur la croissance. Côté européen, un peu des deux. Alors justement, on va basculer d'un continent à l'autre. On va terminer par effectivement les États-Unis. Là aussi, gros point d'interrogation sur la politique, la fin de la politique d'assouplissement quantitatif. Ça y est, le Q est terminé et maintenant on passe à la prochaine étape. L'économie va mieux, donc il est temps de relever les taux. On surveille les petites phrases de Madame Yellen qui s'est dit ni patiente ni impatiente. Oui, c'est ça. Ça sera un relèvement des taux qui va se passer plutôt en juin, plutôt en septembre, ou plutôt après? Juin, il faut vraiment le mettre de côté parce que dans ces nouvelles projections qu'elle a annoncées la semaine dernière, la Réserve fédérale dit fin 2015, nous pensons que les taux Fed Funds seront vers 0,50. Donc, ils ont le temps, c'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas remonter leur taux dès le mois de juin à 0,25 ou 0,50 pour les mettre directement, là, ça veut dire que pour eux, le mois de juin, non, on ne monte pas les taux. Mais d'ailleurs, quand on regarde aussi l'évolution probable de l'inflation dans les temps qui viennent, l'inflation n'aura pas redémarré du tout au mois de juin. Donc il y aura des effets de base favorables avec justement les prix du pétrole dans le courant de l'été et de l'automne, puisque c'est à ce moment-là que le prix du pétrole avait baissé l'an dernier. Et donc du coup, je crois que c'est à ce moment-là qu'on verra où s'installe l'inflation, parce que la Fed est un peu coincée. L'inflation américaine est à 0, mais si on enlève l'impact des produits pétroliers, on est à 1,7, donc tout près de son objectif. Donc vous dites que la principale composante finalement déflationniste, pour le coup, c'est le pétrole. Les matières premières. Les matières premières. Oui, absolument, dont le pétrole tient une grosse place. Et donc, supposons qu'en mois de septembre, on se rend compte qu'on est revenu vers le taux d'inflation hors pétrole, c'est-à-dire de 1,7 à 1,8, alors là, oui, là on se rapproche d'une hausse des taux très vite. Si on est vers 1%, alors on aura un peu de temps. Je pense que c'est ça qu'elle dit quand elle dit « je ne suis pas impatiente et je veux voir les données économiques qui sortiront ». Ce que ça veut dire en tout état de cause, c'est que pour le moment, les investisseurs ont toujours intérêt à acheter des treasuries dont les taux peuvent baisser un petit peu. Mais attention, là aussi, le jour où la sonnette de la fin de la récré va sonner, tout le monde voudra sortir par la même porte. Et donc à l'horizon oui, mais pour aller où, Laurent Baudouin? Parce que c'est vrai que si le taux remonte ou s'il y a autre chose, bon, on peut se dire, tiens, les gens vont sortir de ce marché et aller chercher autre chose. Mais qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher finalement? Je crois que dans un premier temps, si vous voulez, il y a une espèce
d'approche générale des investisseurs qui est je ne veux pas perdre d'argent. C'est aussi pour ça que les taux d'intérêt négatifs, c'est quelque chose qui ne devra pas durer à mon avis, parce que savoir qu'on investit en perdant de l'argent, c'est quelque chose que les investisseurs ne peuvent pas supporter. Et donc, si d'un seul coup on se retrouve dans un contexte reflationniste, où on se dit mais bon sang, c'est bien sûr, les banques centrales, elles gagnent, elles sont en train d'avoir la main haute, elles sont en train de relancer la croissance nominale, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les Français, c'est bon pour les Allemands, c'est bon pour les gens qui travaillent, eh bien, je crois qu'ils vont juste vendre leurs obligations, puis après ils verront ce qu'ils font avec. Déjà, pour ne pas perdre d'argent avec. Et alors évidemment, dans un monde où la croissance nominale augmente, vous cherchez les marchés d'actions. C'est ça que vous chercherez, c'est ça que vous chercherez à faire. Donc pour vous, on est parti pour un super cycle sur les actions. Séculaire. D'accord. Oui, oui. Donc c'est l'opportunité du siècle. Écoutez, malheureusement, je verrai pas. Moi, je n'irai pas jusqu'au bout de ce siècle, je ne pense pas. Mais vous me direz. Ah, je ne suis pas sûr d'arriver non plus. Donc effectivement, opportunité, on va le voir, en tout cas, beaucoup le disent, l'alignement des planètes, on en parle souvent, les banques centrales à la manœuvre. Certains anticipent quand même qu'il y ait une mauvaise compréhension des marchés par rapport au discours de la Fed, qui pourrait faire dérailler un petit peu ce scénario, c'est-à-dire par exemple la Fed qui se rend compte, je ne sais pas, il y a plutôt des bons chiffres et à ce moment-là les taux remonteraient plus vite que prévu. Est-ce que pour vous c'est un scénario qui tient la route ou bien vous pensez fermement qu'on n'aura rien avant septembre? Alors, des taux quand vous parlez des taux d'intérêt, il faut envisager ça sous la forme d'une courbe de taux. Il y a les taux à un jour, les taux à un an, les taux à 10 ans, les taux à 30 ans. Les taux courts, donc à court terme, ne vont pas monter. La Réserve fédérale va être très patiente, elle va, même si elle dit je ne suis pas impatiente, elle va vraiment attendre de voir au mois de septembre comment se passent ces chiffres d'inflation. C'est-à-dire que pour les 6 mois à venir, les taux très courts, 0 aux 5 ans, on va dire ça ne va pas bouger grand-chose, ça ne va pas bouger beaucoup. En revanche, on peut déjà anticiper que l'inflation va remonter dans les 6 mois qui viennent, les taux longs vont remonter. C'est-à-dire que les taux 10 ans qui sont très bien orientés en ce moment, qui profitent de ces annonces et qui peuvent baisser encore un petit peu, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est important pour les investisseurs de profiter de ce mouvement actuel d'engouement pour les treasuries pour diminuer leur exposition et être un petit peu plus prudent parce qu'on a des taux 30 ans actuellement à peu près à 2,5% qui peuvent baisser jusque vers 2,20%. Et pour revenir au concept de sensibilité, on a une sensibilité de 30. C'est-à-dire que si les taux d'intérêt baissent de 1%, vous gagnez 30%. C'est donc une sensibilité très importante. C'est comme les actions. Gagner 30%, c'est une très belle performance. Donc imaginez seulement que l'inflation remonte un petit peu plus vite que prévu, ce qui est assez probable en fait, et pas énormément mais suffisamment, et que les taux d'intérêt se disent, bon là, je suis à 2,20, la croissance est à 3, l'inflation est à 2, donc la croissance nominale est à 5, les taux sont à 2, ça ne marche pas. Il y a vraiment un risque à ce moment-là que les taux partent dans le décor, laissant derrière eux une belle ardoise pour ceux qui ne seront pas sortis. D'accord, il nous reste une minute en termes d'allocation cette fois sur les actions, une fois qu'on a diminué sa poche taux, sa poche monétaire ou cash. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est votre zone privilégiée aujourd'hui? Est-ce que ce sont les États-Unis toujours ou est-ce que c'est l'Europe? En tendance, on va rester sur l'Europe. À court terme, on a pris quelques profits, puisqu'effectivement, en valeur relative, le marché américain avait sous-performé, et on l'avait joué, donc on a pris quelques profits. Mais en tendance, on reste sur les marchés européens, avec un mix, parce qu'on voit bien que la dynamique bénéficiaire est tout à fait positive pour les valeurs de croissance, mais aussi, récemment, on voit le secteur value commencer à se redresser, et ça nous intéresse. Je pense qu'on va prendre aussi une exposition à ce secteur-là des actions européennes. D'accord, donc retour sur la value, donc value. Les banques. Ces choses-là. D'accord. Les banques, que les cycliques, pas encore? Oui, mais peut-être un petit peu plus tard. À ce stade, c'est peut-être plutôt les banques qui paraîtraient intéressantes. Très bien, merci Laurent Boudin. Je rappelle que vous êtes responsable des investissements chez Amaika Asset Management. Merci de nous avoir accompagnés durant ce débat de Direct Gestion. Attention, opportunité séculaire en tout cas sur les marchés actions pour Laurent Boudin. Donc il est temps d'investir. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Ce numéro de Direct Gestion est terminé. On va se retrouver dans un instant pour Direct Investisseur. À demain pour un nouveau numéro de Direct Gestion. C'est de 9h20 à 10h.